L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Les principes fondamentaux de la liberté de la presse ont été célébrés hier jeudi 20 octobre 2016 au Burkina Faso. C'était à l'occasion de la 18e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. On en parle dans ce journal. Et puis, il n'y a pas de travail depuis hier jeudi dans le district sanitaire de Titao, c'est dans la province du Lorum. Les agents de santé sont en grève de 72 heures à l'appel de la section locale du Tincha. Ils veulent la tête du médecin-chef du district, le docteur Rodrigue Diao, se défend dans ce journal. Rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. On en parle dans cette édition avec le réseau Novox Burkina, spécialiste des conflits fonciers. Le coordinateur du réseau est l'invité de ce journal. Vous l'entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Excellente journée de vendredi. Bienvenue à l'écoute de ce journal de 7 heures sur Ouaga FM que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. La 18e édition de la Journée nationale de la presse a été célébrée ce 20 octobre 2016 sous le thème « Au-delà de la dépénalisation des délits de presse, responsabilité sociale et professionnalisme des journalistes ». Sous l'égide du Centre national de presse Norbert Zongo, la commémoration de cette journée a été marquée par l'organisation d'un panel en présence du ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie de lancement de cette Journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso. Le compte rendu est signé Ella Marie-Estelle Guébré et le commentaire est de Franck Aristide Jefa. Pour la 18e fois, le Burkina Faso rend hommage aux acteurs des médias à travers la célébration des principes fondamentaux de la liberté de la presse. Pour le ministre de la Communication, le thème choisi cette année dans un contexte de pluralisme médiatique vient à point nommé. Rémi Fulgence Dandjine. Le thème choisi est un thème très important parce que si nous avions obtenu même cette dépénalisation partielle-là, il est important également qu'en termes de responsabilité sociale, le journaliste également s'assume entièrement. Ça veut dire que les éléments essentiels de notre fonction, c'est-à-dire la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, doit correspondre au minimum à la confrontation des sources et au respect des faits. Je pense que nous avons besoin vraiment de nous resituer dans un traitement de l'information qui soit peut-être basique, mais qui donne la chance à tous les Burkinabés d'avoir la bonne information. Après, vous savez, nous avons la chance d'avoir énormément de genres journalistiques. Chacun peut s'exprimer dans ces genres-là. Et je pense que la responsabilité est très importante dans la société nouvelle que nous sommes en train de construire. À l'issue des multiples luttes dans l'environnement médiatique, au Burkina Faso, des avancées notables ont donc été constatées. Jean-Claude Méda, président du Centre national de presse, Norbert Zongo. Nous avons quand même enregistré des avancées au niveau de l'environnement juridique par l'adoption d'un certain nombre de textes qui aujourd'hui constituent une fierté pour nous. La commémoration de cette journée traduit également l'engagement des hommes de médias pour un environnement institutionnel et juridique plus favorable à l'exercice de la profession de journaliste, comme l'indique Gezuma Sanogo, président de l'association des journalistes du Burkina, AJB. En effet, les professionnels des médias ont salué l'adoption de la loi de 1993 sur la presse comme une avancée majeure dans l'amélioration de l'environnement institutionnel et juridique en matière de presse au Burkina Faso. La loi de 1993 a effectivement amélioré les conditions de création des journaux, libéralisé les ondes, institué le pluralisme médiatique et affirmé les droits d'accès aux sources d'information. En rappel, plusieurs activités vont ponctuer cette commémoration de la Journée nationale de la liberté de la presse, édition 2016. Et puis, à la faveur de cette journée nationale de la liberté de presse, célébrée le 20 octobre 2016, le Centre national de presse Norbert Zongo a rendu un hommage à Pierre Dabiré. C'était mercredi 19 octobre 2016. Décédé le 13 octobre 2015, Pierre Dabiré, le journaliste Pierre Dabiré, était membre fondateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Le compte rendu de cette soirée d'hommage avec Aimé Assawadogo. Notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes, disait Jean Cocteau. Ce mercredi 19 octobre, c'est à travers des témoignages poignants que amis, collaborateurs et parents ont rendu hommage à Pierre Dabiré. Le professeur Luc Marius Ibriga, président de l'autorité supérieure de contrôle d'État, rappelle qui était l'homme. Je l'ai connu dans la lutte contre la corruption et c'est un homme qui a cherché à fédérer la lutte contre la corruption en faisant en sorte que cette lutte ne soit pas simplement
simplement au niveau du Burkina Faso, mais que les journalistes africains travaillent pour l'intégrité, parce que sans intégrité, il n'est pas possible d'espérer le développement, parce que nous n'allons jamais réfléchir pour la communauté, mais nous allons réfléchir pour nous-mêmes de manière individuelle, et ce n'est pas comme cela que nous allons nous développer. Donc, c'est une leçon de vie, un homme engagé dans sa profession, avec la rigueur et le professionnalisme, un homme engagé dans la vie sociale, dans l'aide à ceux qui lui sont chers, un homme engagé dans la société civile, dans les prises de position pour les droits de l'homme, la lutte contre la corruption et aussi les droits économiques et sociaux des journalistes. Son professionnalisme et sa disponibilité à servir les autres a forcé l'admiration de ses confrères. Jean-Claude Méda, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, nous plonge dans la vie professionnelle de Pierre Dabiré. En tant que confrère, nous retenons qu'il a été un exemple et que beaucoup de jeunes confrères devraient suivre. Exemple sur un plan professionnel, le respect des règles d'éthique et de déontologie, rigueur dans le travail, vérification des sources et également quelqu'un au plan professionnel qui aimait partager ses connaissances. Il n'est pas quelqu'un qui aime garder pour soi. Et ça, c'est un état d'esprit important et intéressant pour les générations à venir. En rappel, Pierre Dabiré était membre fondateur du Centre national de presse Norbert Zongo, ex-président du réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, ex-secrétaire général du SINATIC et ancien journaliste à Sidoya et à la RTB. Merci Aimé Savadougou. La section du Kadiogo de la Ligue des consommateurs du Burkina a animé à jeudi dernier, 20 octobre 2016, à Ouagadougou, une conférence de presse. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était d'échanger sur les préoccupations majeures actuelles des consommateurs du Burkina. À l'ordre du jour, il y avait entre autres le point de saisie, la flambée actuelle des prix des produits de grande consommation, la situation au niveau de la CAMEG, celle au niveau de l'Onatel SA, les coupures d'eau et d'électricité, l'utilisation de gaz dans les taxis et les attentes des abonnés de Canal+. Le compte rendu est de Rosalie Konkobo et le commentaire est de Serge Ekra de La Force. Cette rencontre avec les professionnels des médias s'est tout de suite transformée en une sorte de bilan de la Ligue depuis 2015 à aujourd'hui. Pascal Zaïda, secrétaire général de la LCB section Kadiogo. Il y a eu des saisies énormes sur des différents produits de qualité douteuse ces produits ont été détruits publiquement pour décourager ceux qui se donnent à ces mauvaises pratiques, qui d'autres aussi n'ont pas eu de suite parce que des structures assermentées telles que l'Abenorm pas donné de retour. Et qui également, il y a d'autres actions en cours mais aussi des interpellations sur d'énormes questions liées à la consommation. Vous avez la question de l'Onatel, la question de la CAMEG, la question du foncier, le commissaire de compte a évoqué. Vous avez la question des liqueurs, vous avez la question même d'une éventuelle augmentation du prix du pain. Mais comme il s'agissait de la consommation, on en a véritablement discuté de tout ce que l'homme achète. Par ailleurs, Pascal Zaïda a estimé au cours de cette conférence que l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité Abenorm joue parfois sur l'aboutissement des luttes de la LCB. Quand vous avez les éléments nécessaires pour analyser le produit, il faut rendre public le plus tôt possible afin que le consommateur soit rassuré. Nous recevons des plaintes, mais si le plaignant n'a pas le rythme, finalement, il va nous accuser. Et nous, à notre tour, nous on dit, voilà, c'est votre niveau que la situation. Il y a tellement de structures, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la douane, on n'en parle pas. Il y a aussi la direction de Koulibaly, au niveau de la direction générale de la concurrence et de la répression de la fraude. On n'en parle pas. Il y a la commission nationale de lutte contre la fraude. On n'en parle pas. Mais si on pose aujourd'hui le problème de l'Abenorm, l'Abenorm doit revoir sa copie. En attendant que l'Abenorm revoie cette copie, la machine juridique de la LCB ne reste pas les bras croisés. Ouseni Ouedraogo est le chargé des plaintes et suivi de réclamations du Kadiogo. Relativement à la protection des consommateurs, il y a tout un arsenal juridique qui est en train d'être mis en place pour garantir de façon complète la protection des consommateurs. Et dans cette perspective-là, il y a la sous-commission de sécurité sanitaire des aliments au niveau de l'UEMOA qui, par un projet de règlement, tente de venir à bout sur la protection des consommateurs à travers l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments. Et en son article 7, on constate effectivement qu'il y a le nécessaire pour que le consommateur soit suffisamment protégé. Consommons encore mieux, c'est par cette phrase que l'adresse officielle des responsables de la LCB s'est achevée, non sans oublier d'interpeller l'État burkinabé sur ses responsabilités en la matière.
Venons-en à présent à cette crise qui sévit dans le district sanitaire de Titao, c'est dans la province du Lorum. Le climat social est électrique entre les agents de santé réunis au sein de la section locale de Sincha et le médecin-chef du district, le docteur Rodrigue Diao. Les agents de santé du district sanitaire de Titao ont entamé une deuxième grève de 72 heures depuis hier jeudi. Il est question d'exiger le départ du MCD. Les protagonistes de cette crise s'expliquent dans cet élément que je vous propose. Pour la deuxième fois consécutive, des agents de santé du district sanitaire de Titao dans le Lorum sont en arrêt de travail depuis le 20 octobre dernier. Répondant à un mot d'ordre de grève de la section provinciale du Lorum du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, ils exigent le départ du médecin-chef du district sanitaire. Explication avec Kasumu Dianda, secrétaire général du Sincha Lorum. Nous l'avons joint par téléphone. Il faut dire que la question a commencé avec une question de ristourne. Ils n'avaient pas intégré les recettes de la gratuité dans le calcul des ristournes. Et on a fait un mouvement pour ça. Et il a fallu que le directeur régional de la santé vienne de Ouayouya demander à ce qu'on intègre ces recettes-là dans le calcul des ristournes. Après cela, il a fait une liste de doléances. On aimerait vraiment échanger avec le MCD par rapport à ça. Parce que les différentes négociations qui se sont faites, on avait des doléances à lui soumettre. Jusqu'à ce qu'on fasse même la grève, il n'est pas venu. On a fait 3 jours de grève avec un service minimum, il n'est pas venu. De son côté, le médecin-chef du district sanitaire de Titao reconnaît qu'il y a eu des problèmes d'argent qui, selon lui, ont été réglés avec la reprise du calcul des ristournes. Le docteur Rodrigue Waton Diao dit ne pas comprendre l'attitude du syndicat qui outrepasse ses prérogatives pour demander le départ des médecins-chefs qu'il n'a pas nommés. Pour ce qui concerne ces aspects, 2 personnes avaient été en tout cas choisies par les agents du centre médical avec enquête chirurgicale pour reprendre le calcul du paiement en fait des ristournes avec le gestionnaire en tout cas dévoué à cette tâche. Donc cela a été fait et à l'heure où je vous parle en tout cas, tous les agents en tout cas qui étaient présents sont entrés en possession de leur argent. Maintenant, je pense qu'il y a une problématique qui s'est greffée par la suite où il est question du départ du médecin-chef du district. Alors le médecin-chef du district que je suis, je n'ai pas capacité de nommer un médecin-chef ni de dénommer un médecin-chef. Donc peut-être qu'il faudrait poser le problème à un autre niveau. La grève entamée le 20 octobre dernier se poursuit donc jusqu'au 22 octobre sans service minimum. Pendant cette période, le district sanitaire de Titao est entre les mains de stagiaires et d'agents sous SND avec l'appui de quelques agents de l'administration. Et le Sincha Lorum, selon son secrétaire général, se réserve le droit de mener d'autres actions si le ministre de la Santé n'apporte pas une réponse favorable à leurs revendications à l'issue de cette deuxième grève de 72 heures. La suite de ce journal, il est 7h13 à Ouagadougou, en prélude à la deuxième édition du Salon international de l'enfant et de l'adolescent en abrégé CINEA, qui se tiendra du 17 au 20 novembre 2016. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse, c'était hier jeudi 20 octobre 2016 à Ouagadougou. Objectif porté à la connaissance du public, la tenue de l'événement et l'invité à y participer massivement. Le compte rendu est de Aimé à Sawadougou. Il n'y a pas de meilleure révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. Cette citation de Nelson Mandela rappelle la place fondamentale qu'occupent nos enfants dans notre société et dans notre vie. Pour aider notre société à offrir la place qu'ils méritent à nos enfants et nos adolescents, l'Association pour le bien-être de l'enfant et de l'adolescent en Afrique a initié le Salon international de l'enfant et de l'adolescent CINEA. Alice Diarra, présidente du comité d'organisation du CINEA, explique l'importance de ce salon. Le CINEA, plus qu'un simple rendez-vous, est tout d'abord une vitrine pour magnifier l'enfant et lui donner toute la place qu'il occupe dans la société. En outre, c'est une plateforme collaborative qui réunit l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence. Le CINEA permet de contribuer à l'éveil des consciences des parents sur leur rôle dans la réussite de l'éducation de leurs enfants. Il permet également de sensibiliser l'ensemble de la population sur les droits et les devoirs de l'enfant. Au-delà, le CINEA 2016 entend interpeller les gouvernants sur la problématique de la protection et la promotion des droits de l'enfant. Pendant 4 jours, les participants auront droit à un programme ponctué d'activités diverses.
Alice Diarra. Au programme, il y aura des expositions, des actions de sensibilisation, des conférences et des panels suivis de débats et aussi des spectacles de même que des jeux pour les enfants. Cependant, il convient de rappeler que les jeux prévus ont un objectif éducatif. La présidente du comité d'organisation appelle le grand public à s'engager à ses côtés pour mener à bien la lutte, car, dit-elle, la génération future compte sur nous. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Les infos sur Waga FM, la page sport. Sport, football, le bureau exécutif national de l'Union nationale des arbitres de football du Burkina, UNAF Burkina, était face à la presse hier jeudi 20 octobre 2016 à Ouagadougou. Objectif, dénoncer les rapports conflictuels entre ses membres et la Fédération burkinabé de football, notamment entre l'Union et le président de la FBF d'une part et d'autre part entre elle et le président de la Commission centrale des arbitres. Une situation que l'UNAF Burkina qualifie de mise à mort de l'Union. Des précisions dans ce compte rendu signé Franck Aristide Jefa qui a pris part à cette conférence de presse d'hier jeudi 20 octobre 2016. C'est entouré de ses plus proches collaborateurs que l'ancien arbitre international Lassina Paré, par ailleurs président par intérim de l'Union nationale des arbitres de football du Burkina, en abrégé UNAF Burkina, a d'abord rappelé le contexte dans lequel cette association a été créée. Soucieux du devenir de leur corps et pour créer la solidarité entre eux et assurer leur protection, les arbitres de football se sont réunis à Bobo en août 1994 pour mettre en place une association dénommée Union nationale des arbitres de football du Burkina Faso, UNAF Burkina. Un premier bureau exécutif national BN, fort de 14 membres, fut alors mis en place. Ce BN, très dynamique, a travaillé à asseoir les bases d'une union réelle des arbitres, de la visibilité de ses actions et de l'amélioration des conditions de ses membres. Et ce qui était considéré comme une rencontre pour souligner les problèmes structurels et organisationnels auxquels est confronté l'UNAF Burkina s'est transformé finalement en un cadre de dénonciation des rapports conflictuels entre cette union et la Commission centrale des arbitres, Lassina Paré. La non-reconnaissance du BN par quelques anciens du bureau déchu est actuellement membre de la Commission centrale des arbitres, laquelle CCA a une gestion inéquitable et partisane des arbitres, d'où la non-désignation de certains arbitres pour officier des matchs, la mise à l'écart de certains arbitres internationaux à qui il a été refusé de prendre part à la visite médicale en vue de participer aux tests de valeur physique aux fins de leur réinscription sur la liste FIFA. Le racket entre griffes des arbitres à travers la mise en place d'un fonds de développement de l'arbitrage. Les arbitres sont obligés de ponctionner leur maigre prime de match qu'ils reversent en guise de cotisation au profit du fonds de développement de l'arbitrage géré par la Commission centrale des arbitres. Les élections à la Fédération burkinabé de football et le rejet du dossier de la candidature de l'actuel président par intérim de l'UNAF-BF se sont aussi invités au débat. Lassina Paré. Se porter candidat à une élection dans les instants de gestion de notre football, d'aller prendre le mandat auprès d'un club ou d'une ligue, ce qui est contraire aux principes de neutralité et d'impartialité qui doivent prévaloir et en violation flagrante du règlement de l'organisation de l'arbitrage au sein des associations membres de la FIFA qui stipule au point 4. Je cite, la commission des arbitres doit être composée d'un président, d'un vice-président et de membres jugés nécessaires à l'exécution de ces tâches. Ces membres ne doivent pas être affiliés à un quelconque club ou ligue, ni à aucune autre organisation de football. Fin de citation. Le colonel Sita Sangaré, en violation de l'esprit et de la lettre du texte que nous venons de citer, a refusé de prendre les dossiers du représentant de l'UNAF Burkina sur sa liste. Les membres et responsables de l'UNAF Burkina se disent prêts à un dialogue avec d'une part les anciens arbitres du Burkina et d'autre part avec le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, et le président de la Commission centrale des arbitres, David Yamiogo. Un compte rendu signé Franck Aristide Jefa. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'invité de ce journal. Waga FM, l'invité du journal. Et notre invité du jour est le coordinateur national du réseau Nouvox Burkina, ce réseau des sans-voix très engagé dans la correction des injustices en matière d'attribution de parcelles au Burkina Faso. Avec M. Seni Sana, il est surtout question des conclusions de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Entretien. Monsieur Seni Sana, bonjour. Oui, bonjour. Je suis tellement ravi parce que dès que j'ai entendu ces résultats des enquêtes parlementaires, c'est comme un fardeau qu'on m'a déchargé. Parce que nous avions décrié depuis fort longtemps par rapport à ces situations de lotissement qui n'ont pas suivi des normes. Et aussi aux accaparements des terres
par des sociétés immobilières. Nous avions décrié fort longtemps et nous avons demandé même de faire des audits. Nous étions les premiers à demander de faire des audits à ce que la transparence puisse jalonner ces lotissements-là. D'accord. Mais on ne nous a pas écoutés. On sait quand même que votre réseau est très actif dans le domaine des parcelles au Burkina Faso. 105 408 parcelles, c'est le nombre total de parcelles qui devraient être retirées suite à cette enquête parlementaire. Est-ce que ce nombre vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Je me dis même que c'est même pas suffisant d'abord. Parce que ça, ces nombres-là, ils ont essayé de limiter seulement. Parce que, vu de ce que les accaparements par les sociétés immobilières, je prends l'exemple de la cité de Alizetgando, par exemple, qui se trouve à Nyoko 2. C'était près de 900 hectares. 900 hectares. Bon, imaginez combien de parcelles ils trouvent. Imaginez. En n'en parlant pas Yarma, à la périphérique de la ville de Ouagadougou. Voyez les lotissements, des lotissements irréguliers qui jalonnent tous ces zones non loties là. Donc, c'est des personnes, des camaraderies. C'était des travaux de camaraderie entre eux qui ont pillé et escroqué et évincé même des parcelles des pauvres pour en faire leur richesse. Au Burkina Faso, il y a beaucoup de citoyens qui ont été victimes d'expropriation de leurs parcelles, on le sait, puisque votre réseau a dénoncé ces situations il y a des années déjà. Est-ce que vous pensez qu'avec ce rapport d'enquête parlementaire et également le comité de suivi qui a été mis en œuvre, et sans oublier également la loi sur le retrait, les personnes qui ont été expropriées de leurs parcelles pourront finalement rentrer dans leurs droits? Est-ce que vous pensez que la justice sera faite finalement? Oui, puisque nous sommes dans un état de droit et que les parlementaires avaient même déjà transmis les résultats de leurs enquêtes au niveau du parquet. Donc c'est pour dire que logiquement, s'ils veulent instaurer l'autorité de l'État, c'est forcément, il faut passer à ce retrait des parcelles fictives là. Des parcelles qui ont suivi des attributions irrégulières. Donc nous disons que les personnes expropriées et les personnes qu'on a marginalisées dans ces attributions-là pourront rentrer dans leurs droits. Il y a 105 408 parcelles à retirer. Est-ce que vous pensez que ça sera possible de retirer toutes ces parcelles comme ça? Il y en a d'autres qui ont acheté les parcelles quand même. Hein? Oui, vous savez, dans ce système de retrait-là, bon, je prends le cas d'attribution au niveau des lotissements. Vous savez qu'il y avait un cahier initial qu'on a recensé la zone. Maintenant, les gens n'ont pas suivi ce cahier-là. D'autres sont venus par la suite et infiltrer des noms et puis bon, ces gens-là aussi n'ont pas payé. C'est pas des favoritismes, on les a attribués. Si vraiment l'enquête est poussée et qu'on voit que ces attributions étaient irrégulières, on peut les tirer. Mais il y a certains cas aussi où on peut voir que la personne est dans ses droits, on peut les laisser. Maintenant, voyez les sociétés immobilières, ils ont accaparé des parcelles, ils ont accaparé des terres, des hectares et des hectares. Ils en ont fait leur propre richesse. Laisse Sésame, ouvre-toi. Mais écoutez, si c'est des expropriations et les accaparements qui n'ont pas suivi de voie, il faut carrément les retirer. Il faut les retirer. Maintenant, comme ce sont des sociétés immobilières, ils ont l'argent, ils peuvent rembourser ceux qui ont payé. Peut-être qu'il y aura d'autres qui ont toujours des parcelles nues, ils peuvent rembourser ces parcelles-là et puis céder les terrains à l'État. Et aussi ceux qui ont déjà construit, et la société peut les dédommager parce que la faute vient d'eux. À la lumière du rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, on se rend compte que de par le passé, il y a eu des attributions arbitraires, des attributions irrégulières de parcelles dans notre pays. Alors, quelle est donc la perspective selon vous? Qu'est-ce qui devait se passer pour éviter de telles attributions irrégulières? Un message éventuel à l'endroit des nouveaux maires qui viennent de prendre fonction. Avec le système d'enquête parlementaire, je pense que ces attributions irrégulières pourront être remédiées s'il y a retrait. Mais si on ne retire pas les parcelles issues de ces attributions irrégulières-là, ça va répercuter. Dans des années à venir, bon, les gens diront, ah non, on a fait ça l'année passée, mais il n'y a pas eu de retrait. Non, on est convaincu, il n'y aura pas ça. Les générations à venir vont emboîter le pas. Mais que l'État soit imperturbable, que ces résultats-là soient appliqués à la lettre pour que nous puissions rétrocéder les parcelles à qui le droit. On sait que votre réseau, qui est le réseau national des sans-voix, le réseau Novox Burkina, s'est auto-saisi de la situation du vieux Étienne Ouedraogo, qui a été donc exproprié de sa parcelle ici à Ouagadougou et qui finalement se retrouve lui-même à la maison d'arrêt et de correction
population de Ouagadougou. Quelle est cette affaire? Oui, en fait, ça a commencé par une histoire banale de parcelle, comme on le dit, parce que le vieux était un résident. Il a résidé dans la zone depuis 1974. Et il y a un moins âgé que lui qui est venu en 1976 et il construisait sa maison, il déposait dans lui ses matériels dans sa maison, dans la maison du vieux. Et après, quand il y a eu les numérotations de ces trucs, les recensements là, bon, la commission a refusé de le noter. Mais le vieux et sa femme ont demandé à la commission de mettre son numéro. Ils ont écrit sur sa maison non résident. Maintenant, à l'attribution, la commission arrive et il donne au non résident par rapport aux résidents, alors qu'ils étaient tous dans la même parcelle. Donc, nous avons dit que ce sont des attributions irrégulières. Actuellement, le vieux a voulu quand même parler et on l'a accusé de menaces de mort à l'encontre de celui-là qu'on a attribué. Et directement, ils sont allés à la gendarmerie, le convoquer et puis bon, l'affaire a été transférée. On a transféré le vieux à la Mako. Vous êtes intervenu à ce niveau pour obtenir sa libération? Nous avons intervenu au niveau de la gendarmerie pour demander sa libération, tout simplement parce que sa femme est gravement malade, couchée, malade, et ils ont refusé. Rappelons que le CB n'était pas là, il était à la Mecque, c'était son adjoint qui était là. Ils ont tenu molécule pour amener le vieux à la Mako. On a transféré le vieux directement. Le jeudi 22 et le 23 matin, on a transféré le vieux à la Mako. Vous avez été voir le procureur? On est allé voir le substitut parce que quand nous sommes arrivés, on dit que le procureur est en congé. Et nous avons vu le premier substitut. Il nous a dit que le dossier n'est pas encore arrivé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas vu la situation encore. Et une semaine après la détention du vieux, la dame, la vieille, est décédée. La femme du vieux est décédée. Pendant que le vieux est en prison. Pendant que le vieux est en prison. Et ils n'ont pas amené le vieux pour qu'il puisse assister à l'enterrement de sa femme. Actuellement, c'est la survie même du vieux qui nous préoccupe. Et les enfants qui sont à la maison, orphelins de père et de mère, subitement comme ça. Et le monsieur qui est attributaire, une semaine après la mort de la femme, a dit dégager les matériels, lui va construire son mur. Il y avait un arbre, un manguier, et il a dit, il va couper le manguier. Nous sommes allés le dire, pardon, faut pas couper, parce que si tu coupes, les enfants vont s'asseoir où, hein? La femme est morte, le monsieur est à la Mako. Mais écoutez, il faut être humain quoi. Hein? Donc nous avons écrit au ministre de la Justice, au ministre de l'Urbanisme par ampliation et aussi au RENLAC, au MPDSP. Et nous avions demandé en tout cas à ce qu'une loi soit prise, un décret soit pris pour que les litiges fonciers là ne soient plus jugés. Jusqu'à ce que les lotissements là reprennent. Parce qu'actuellement les lotissements sont suspendus. Mais ce que nous demandons, ça sera le retrait pur et simple de la parcelle. Parce que l'attribution a été irrégulière. Monsieur Seni Sanan, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était là Monsieur Seni Sanan, il est le coordinateur national du réseau Novox Burkina. Il était l'invité de ce journal. Place à présent à la chronique de la rédaction en mode rediffusion puisque nous sommes vendredi et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. Les gens chantent tous les jours dans nos oreilles que oui, le Yénéga est pauvre, le Yénéga est dépourvu de moyens et de ressources financières. Certains même, après des analyses dont eux seuls détiennent le secret, affirment que la nature n'a pas été généreuse avec notre cher pays. Ah bon? Mais comment vous expliquez les portions de terre que vous vous êtes partagées là? Bon voilà, si je comprends bien, si on rentre dans des calculs mathématiques, symétriquement, si l'on devait bien tenir compte des racines carrées en termes de parcelles, chaque Yénégaïen pouvait avoir un petit côté du Yénéga qui est pour nous tous pour bâtir une baraque ou rassembler ses os ainsi que ceux de sa famille. Hélas, oui, 1000 fois hélas. Parce que entre nous, si vous voyez le livre qui donne les preuves de ces faux trucs-là, wallahi, vous pouvez prendre effectivement 27 ans pour finir de le lire. Vous ne me croyez pas, non? Ok, venez ici, le document est là. Sauf que vous ne pourriez pas le soulever. Si vous voulez une copie, priez venir avec un tricycle. Alors, comment dans un tel esprit, de simples pannes ne peuvent pas arriver à annuler des voyages officiels au plus haut sommet de la République? Avec de telles mentalités qui, malheureusement, ont régné en maître absolu sur le Yénéga pendant plus de 2 décennies, comment des individus tapis dans l'ombre, quelle ombre même, dans le noir, oui, ne vont pas venir arracher la vie de nos vaillants guerriers qui eux-mêmes, parfois, face aux armes de dernière génération, ne sont obligés que de compter sur le bon Dieu. Et puis, armement même, on n'a pas beaucoup avant là. Si on doit venir, nous avez la même impression que moi. Mais il me semble personnellement que les chiefs Abiola actuels, avec à leur tête le grand Pablo, n'ont que réussi jusque-là à élaborer une autre version de la Bible ou du Coran, je ne sais pas trop. Et avec ça, ils se baladent de contrée en contrée, de village en village, même de cour en cour pour prêcher la bonne parole du développement économique et social. Si je comprends, les Toubabs sont venus nous fatiguer avec à peu près les mêmes paroles et on a laissé tomber toutes nos petites croyances là. Voilà nous aujourd'hui dans le problème. Une chronique signée Serge Ekra de la Force. GFM, la matinale info.
Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme reste le même. Merci de nous rester fidèles.